on y va. Bon, alors, bonjour. Nous sommes donc en direct sur les réseaux sociaux du Collectif Café. Voilà, ça c'est dit. J'ai le plaisir aujourd'hui, donc je suis Christophe Servel, le fondateur de Terre de Café. On source, on torréfie et on met sur le marché, on en parlera tout au long de cette conférence, des cafés dits de spécialité. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment on peut faire face aux défis de la filière de café de demain et de donner, si possible, les bonnes pratiques en matière de développement durable. Ça a été beaucoup abordé par les MOF et par notre champion du monde ce matin à la question c'est quoi un bon café? Tout le monde répondait à peu près la même chose. Un bon café, c'est un café qui est bon et qui est bien fait. Donc on va en parler beaucoup ce matin. Avant de présenter nos invités, je vais juste faire un peu un état des lieux sur la filière caféière, qui n'est pas si réjouissante que ça. Donc je ne dramatise pas quand je dis que alors le marché représente le café pardon représente un énorme marché. Ça représente environ 385 milliards de dollars en 21. Donc il y a des enjeux considérables. La planète entière boit du café. Et un constat aujourd'hui sur la manière dont cette filière est structurée. On a 3 grands méga torréfacteurs, Nestlé, Lavazza et JDE, pour ne pas les citer, qui contrôlent 85% du marché. Donc qui sont en forte position dominante sur les achats de café vert. Ça, c'est un élément vraiment qui pose un peu le décor. Un deuxième chiffre... enfin pas un chiffre, mais les méthodes, quand on voyage à l'origine, on se rend compte que l'agriculture caféière repose, comme les grandes agricultures de produits de commodité dans l'alimentation, ça repose sur des cultures intensives et extensives, sur l'usage massif d'engrais chimiques et de produits phytosanitaires. Et c'est souvent lié à de la déforestation, alors qu'il n'y a pas forcément eu lieu avant-hier, mais en tout cas qui a eu lieu il y a des dizaines, cinquantaines, voire centaines d'années. Je pense à des pays comme le Brésil et aujourd'hui plus le Vietnam. Donc c'est pas très réjouissant tout ça. Il y a 2 chiffres qu'on entend beaucoup depuis 1 an, 2 ans, et qui évoquent assez bien dans quelle situation se trouve la filière caféière. C'est qu'aujourd'hui, l'âge moyen d'un caféiculteur, c'est 59 ans. Donc ça veut dire que les générations ne sont pas remplacées, ça veut dire que le métier n'est pas attractif. On va essayer de comprendre pourquoi, vite fait. Et le deuxième chiffre qui fait froid dans le dos, et ça, moi, quand je voyage, je le vérifie à chaque fois, c'est que dans quelques années, à peine 30 ans, la moitié des surfaces cultivées en café ne pourront plus l'être du réchauffement climatique. J'ajoute juste deux petites informations. C'est que la demande de café augmente et que la production commence à baisser. Voilà. Et la deuxième, la seule éclaircie dans tout ce tableau un petit peu morose, c'est qu'il y a un changement de consommation. On observe ça quasiment au niveau mondial. C'est qu'on monte en qualité et qu'il y a un début de changement de représentation de la part du public sur le café. Le café a été beaucoup dévalorisé ces 50-70 dernières années. Peut-être qu'on en parlera sûrement d'ailleurs. Et qu'aujourd'hui on revient, alors on parle de café de spécialité, de café de terroir, en tout cas il y a une autre attente. Et il y a quelque chose de très important, c'est justement comment élargir cette attente du public de café bien fait justement. Voilà. Donc pour parler de tout ça, j'accueille, alors je vais essayer d'être dans l'ordre, Agatha Poudelec, la fondatrice de 88 graines, sourceur, importateur de café, de spécialité, on peut dire ça? Oui, on peut dire ça, tout à fait. Ok, très bien. Xavier Caro. Xavier Caro, c'est le directeur marketing et communication d'une petite société qui s'appelle Delonghi. Voilà, qui est le leader. Petite société en croissance. Voilà, merci Christophe. petite start-up qui est le leader de pas mal de choses, dont les robots café. Alors ensuite, j'ai Marika Lucchini, qui est la Business Development Manager chez IMA. IMA, vous construisez des torréfacteurs et toute la chaîne logistique derrière la torréfaction, notamment le packaging, etc.
Et donc là aussi, il y a beaucoup à faire pour rendre cette filière plus respectueuse, on va dire. Maxime Michelot. Alors ça, c'est très intéressant. Je suis content d'accueillir tout le monde, mais vous particulièrement parce qu'il y a un côté toujours un peu obscur du côté de la blockchain, la technologie blockchain. Et vous êtes directeur des opérations de chez Crystal Chain, donc une société qui met en œuvre ce genre de technologie. Et avec vous, on pourra parler de traçabilité notamment. Oui, c'est ça. Ok, super. Bah, merci d'être là. Et puis Nicolas Pourailly, qui est le directeur impact de la société Belco, qu'on connaît bien maintenant, qui est un sourceur-importateur et qui occupe une place importante dans les sociétés d'importation de café de spécialité aujourd'hui en Europe et même dans le monde. Je crois qu'on peut le dire. Voilà, une fois que tout ça est dit, on va après je vais moins parler, je vous rassure. On va séquencer un peu les interventions en deux parties pour un peu s'y retrouver. On va parler d'abord de l'offre. Alors pour moi, l'offre, pour tout le monde, pas que pour moi, c'est l'offre en pays producteur. Et puis c'est l'offre des torréfacteurs. Et puis on va parler de la demande. Et la demande, c'est les professionnels qui la façonnent un petit peu, mais c'est surtout le public. On va moins parler des professionnels, j'ai envie de plus parler du grand public, parce que l'enjeu est vraiment là, avec une montée en gamme de la filière et quelque chose d'un peu plus respectueux. Comment on fait en sorte que le public prenne conscience des responsabilités qu'il a aussi, parce que je pense que beaucoup de gens sont prêts à entendre le discours des torréfacteurs de café, etc., mais qu'ils ne l'entendent pas assez et qu'ils n'ont pas conscience vraiment des responsabilités aussi qu'ils ont eux aussi. Voilà, donc pour ouvrir le débat, on va essayer de comprendre déjà pourquoi, et je vais m'adresser à vous, Agatha, pourquoi c'est compliqué, pourquoi les générations dans le café de spécialité ne sont pas renouvelées. Alors je ne sais pas si je peux enchaîner déjà avec le changement climatique qui a un impact également sur ça. Mais les générations nouvelles ne sont pas renouvelées parce qu'on est toujours un peu dans le modèle à l'ancienne, patriarcal, au niveau de production de café, où donc le père de famille, qui a sa manière de fonctionner, de gérer la production, il veut toujours un peu imposer les variétés qu'il souhaite produire, la manière de faire. Et parfois c'est compliqué, il y a des conflits générationnels entre le père et le fils, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Ça c'est la première chose. Mais également, il y a un énorme problème au niveau de la masse salariale, au niveau de pays producteurs. Ça veut dire que les jeunes générations, ils ont vu leurs parents souffrir énormément parce que c'est un travail qui est très dur. Les revenus sont une fois par an parce que la récolte, elle est la plupart du temps dans le pays producteur une fois par an. Ils ont vu que c'est un métier qui est très dur. Donc ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup d'anticipation et on ne sait pas du tout est-ce qu'à la fin on va avoir le revenu ou non, parce que le changement climatique a un impact sur la récolte, sur le prix. Dernièrement, on a énormément de variations et les nouvelles générations ne souhaitent pas tout à fait rentrer dans ce système. Également, dans les pays producteurs, on voit la migration de nouvelles générations de villages vers les grandes villes. Parce qu'il y a un impact des réseaux sociaux, tout ce qui montre que la vie est meilleure dans les grandes villes. Et souvent, les nouvelles générations, ils migrent vers les grandes villes. Après aussi, on peut parler des politiques de certains pays au niveau d'immigration, notamment l'ouverture des frontières vers les États-Unis. Elle a fait beaucoup du mal dans les pays producteurs comme Honduras, Guatemala, parce qu'il y a une flou important de gens qui pensent que les États-Unis c'est Eldorado, ils quittent le pays d'origine, et ils vont travailler dans les métiers qui sont beaucoup plus rémunérateurs dans le pays à côté. Donc on peut dire que la masse salariale c'est un point très complexe pour la production du café. Moi je travaille uniquement dans le café de specialty, donc la plupart du temps le fruit du café est ramassé à la main. C'est très compliqué de mécaniser la production du café dans certaines origines. Là je ne parle pas du Brésil, mais les pays comme Honduras, Costa Rica, Guatemala, parce que le café pousse à une altitude supérieure à 1300 mètres. Donc, tout le café est ramassé à la main. Et donc, trouver la main-d'œuvre qui est capable de ramasser sur une période très courte le fruit est très complexe.
Et donc c'est la raison principale où on a les vrais problèmes dans les pays producteurs au niveau de la masse salariale. Nicolas, est-ce qu'on peut parler du problème? Donc là, on a vu, il y a un problème de masse salariale, mais il y a un problème aussi d'attractivité. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème économique? J'aimerais avoir ton avis là-dessus, sur l'économie. Ça va nous amener à définir un peu aussi ce que c'est que la durabilité en pays caféier. Ouais, on parle du coup là des défis de la filière café. Super introduction, Agatha, merci du coup. Moi, je pense que le défi pour le café de spécialité, ça va vraiment être comment on continue à produire, comment on continue à séduire. Donc concrètement, comment on continue de s'approvisionner, de produire et de séduire, c'est-à-dire de vendre ce qu'on fait. Produire, ça demande pas mal de conditions. On a parlé des conditions climatiques notamment, qui, je sais pas, par exemple en Colombie, il y a plein de régions où c'est de plus en plus humide, il n'y a plus trop de rythme de production du café, la production chute, la qualité chute, donc ça facilite pas la vie des producteurs. Et en plus, comme Agatha en a parlé, on a des problèmes de main d'œuvre. Nous, on a subi une forte inflation ici, c'est compliqué, le contexte économique peut être compliqué. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2021, le café il a bondi suite à une gelée au Brésil dont tout le monde se rappellera. Le cours du marché a bondi. Mais entre-temps, il y a eu aussi une inflation immense à l'origine. On parle de 150% sur les fertilisants, de plus de 40% sur la main-d'œuvre dans les pays d'Amérique centrale notamment. Et que maintenant, ces coûts ils sont toujours hauts, mais le cours du marché il redescend. Et en fait, si le cours du marché redescend, il y a toute une frange de producteurs, notamment les petits et moyens, qui vont être en grande difficulté, voire devoir arrêter de faire du café, tout simplement. Et ces producteurs, il faut bien qu'on se dise que c'est de là que vient notre café. Des cafés diversifiés, des cafés de qualité. Et les producteurs qui aujourd'hui résistent à ça, c'est plutôt des grands producteurs, notamment au Brésil, parce qu'ils ont des coûts de production inférieurs. Et que si on n'est pas capable de rémunérer aujourd'hui nos chaînes de valeur, je parle des producteurs, mais aussi des pickers, des travailleurs, etc., ce qui paraît juste normal de rémunérer correctement les gens finalement, si on n'est pas capable de le faire, les producteurs qui vont rester, ça va être ceux qui font un café homogène, classique, 80+, je sais pas, on aura tous le même, ce sera le même que les industriels. On n'a pas franchement le même coût de production que les industriels, et continuer d'avoir des cafés en fait comme nous, qui apportent de la diversité et de la qualité finalement, de la diversification au specialty par rapport à l'industrie. Ces cafés-là, ils coûteront très 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 cher. Donc il y a vraiment, c'est un moment de solidarité, je pense, dans la chaîne de valeur qui va être important. Le marché descend. Attention à ne pas descendre avec le marché comme des fous, même si ça nous ferait du bien. On peut comprendre vu le contexte économique. Donc il y a vraiment ce côté comment on continue à produire et comment on continue à séduire. Encore une fois, il faut qu'on conserve cette qualité, cette diversité. Donc c'est encore soutenir les producteurs qui la produisent et qu'on arrive aussi à montrer peut-être que ces producteurs, ils ont des pratiques qui sont attractives pour le consommateur, des pratiques environnementales, des pratiques aussi aux fermes, comment ils gèrent, combien ils payent leurs travailleurs, etc. etc. D'où un besoin de traçabilité pour le coup. Ok, on peut. Donc on voit bien le problème économique. Ça veut dire aussi qu'il faut valoriser les cafés pour qu'ils soient payés à un certain prix. Mais comment un consommateur, par exemple, j'empiète un peu sur la deuxième partie, mais ça rejoint tellement l'origine, c'est quel serait le meilleur modèle agricole pour un consommateur? Ça nous amènera à la traçabilité, mais quel serait le meilleur modèle agricole pour orienter un consommateur dans son acte d'achat? Le meilleur modèle agricole. Est-ce que c'est la forêt? Est-ce que c'est l'agroforesterie? Est-ce que c'est d'autres variétés botaniques? Quel est le gros chantier en ce moment à l'origine pour faire en sorte qu'on ait encore du café dans 50 ans en fait? Hélas, il n'y a pas une réponse. Il y a 55 réponses ou 10 000 réponses parce qu'il y a 10 000 contextes et bosser dans une région du Brésil ou dans une autre, ça ne va pas être la même solution. Bosser, comme tu le sais, au Brésil et en Éthiopie, ça ne va pas être la même solution. Et nous, on a la chance, mais j'ai envie de dire on a pris la responsabilité d'investir énormément à l'origine depuis de nombreuses années. On a des agences dans différents pays pour être au plus près des producteurs, comprendre leur contexte. Et en fait, il n'y a pas une solution qui est la même. Et la seule solution globale que je peux dire, c'est qu'il faut s'adapter à chaque cas, finalement. Et donc, il y a des endroits où, en fait, ce qu'on va faire concrètement, c'est valoriser les meilleures pratiques, ce qu'on fait avec le café de forêt. En Éthiopie, par exemple, on va s'assurer qu'on paye un prix qui fait que le producteur il n'a pas envie de changer de pratique parce que c'est des pratiques qui sont géniales en termes environnementaux, en termes qualité, en termes de biodiversité, etc. Et pour tous les autres producteurs qui ont, en fait, où il y aurait des manques, mais qui ont envie d'aller dans une direction qui va leur permettre
d'être là dans 10 ans, de continuer de produire du café de qualité, etc., ça va vraiment être de les accompagner dans ces transitions. Par contre, produire du café de qualité, ça coûte un certain prix. Ce sera certainement de moins en moins possible d'en produire, dû à ce chiffre de 50% dont tu parlais tout à l'heure. Et chez Belco, on assume complètement que le futur, ça va être un meilleur café, mais moins de café. On va devoir arrêter de boire du café comme on en boit aujourd'hui. On va pouvoir boire du meilleur café en termes de tasse, mais aussi en termes d'impact sur toute la chaîne de valeur. Mais il n'y aura plus autant de café à boire que ça. Et ça coûtera un peu plus cher qu'aujourd'hui. Mais ça nous paraît raisonnable que ce soit faisable. On ne parle pas de riz, on ne parle pas de quelque chose d'indispensable. Ok, ça on va y venir. Alors, effectivement, il y a plein de bonnes pratiques, il y a plein de mauvaises pratiques, mais tu as un petit peu répondu quand même à la question, c'est un peu mon cheval de bataille. Il faut boire du café de forêt, il faut boire du café qui pousse sous des arbres, que ce soit des arbres qui étaient là avant les caféiers ou des arbres qui sont plantés après, puisqu'on a un problème de température sur notre planète et de carbone. Et moi, je pense que quand même, le café agroforestier reste les meilleures pratiques. Et plus on achète ce genre de café, plus ces pratiques seront développées. 100% d'accord. Okay. Justement, ça nous amène au carbone. Comment on peut... alors là, je lance la question à la cantonade. Sur la chaîne de valeur, on va un peu sortir de l'origine. Comment se répartit les émissions, enfin la pollution, le carbone. Après, on évoquera aussi d'autres mesures, parce qu'il n'y a pas que le carbone, hein, mais le carbone, c'est un étalon assez pratique pour se situer. Dans l'impact carbone, est-ce qu'on a des chiffres un peu? Moi, j'ai lu plein de trucs. J'ai récemment lu dans une revue de Barry Slausler que 40% du coût carbone, c'était l'extraction, avec le chauffage de l'eau. J'en revenais pas. Est-ce qu'on a une idée, voilà, la pollution carbone, elle vient d'où en premier? Quelle est la répartition en fait entre l'origine, la torréfaction, la logistique, la livraison, l'achat, la transformation, etc. Est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus? Je laisse la parole à qui veut. Mais tu veux parler de l'origine? Après, Marika, je sais que vous avez une idée, vous, sur la chaîne logistique en pays de destination. Ok. C'est très compliqué de trouver des chiffres exacts parce qu'il y en a plein de chiffres qui circulent un peu dans la nature. Mais moi, je pense qu'au niveau de production, il faut distinguer les productions massives pour le café commercial et le café de specialty. Nous, on travaille avec un producteur brésilien qui s'appelle Sun Coffee. Ils ont mis les moyens pour mesurer l'empreinte carbone liée à leur production. Et le résultat était assez étonnant. Pourquoi? Parce qu'un producteur de café de specialty, la plupart du temps, il dédie une grande partie de son terrain aux forêts. Et donc, ce qui est ressorti de l'analyse de Sun Coffee, c'est qu'eux, ils ont un empreinte carbone négatif au niveau de production, même jusqu'à l'arrivée du café au port. Donc je pense que c'est deux choses différentes. Faire une production intensive, où vous avez des milliers d'hectares qui sont dédiés uniquement de café, sans les forêts à côté, sans les arbres, sans l'ombrage. Et puis la production beaucoup plus responsable, ce que vous trouvez dans les cafés de specialty, où le producteur il fait vraiment attention au terroir et donc il y a une approche complètement différente. Donc moi je peux parler de ça. Sur la partie logistique, je préfère laisser la parole à d'autres personnes. Oui, mais alors là, vous soulevez un problème important, c'est-à-dire qu'on parle de coût carbone du café, mais on sait pas on connaît le coût carbone des industriels, mais pas des cafés de spécialité, pas des cafés d'Ouforêt. Ça, je sais que c'est des choses qui sont en cours chez Belco notamment, et ça fait partie de la valorisation, effectivement. Après, moi, ce qui m'intéresserait, c'est quel est le pourcentage du coût carbone à l'origine et pourquoi? Parce qu'on sait que c'est quand même vraisemblablement la part la plus importante de l'impact. Tout à fait. Il y a encore 2 ans, je pensais que, comme certainement beaucoup de monde, que ça venait du transport maritime. En fait, il y a une très grosse étude qui a été faite en 2019 par des chercheurs d'Oxford qui ont pris plein d'analyses de cycle de vie du café, donc de la ferme à la tasse concrètement, qui les ont mises tout ensemble pour essayer d'avoir des moyennes. Alors il y a forcément beaucoup de café conventionnel là-dedans, il n'y a pas forcément beaucoup de café de spécialité, mais on voit qu'il y a en gros 70% des impacts carbone qui viennent de l'origine, donc notamment des pratiques agricoles, qui sont, c'est pas du fait des producteurs, hein, c'est du fait du modèle agricole qu'on a imposé partout, qui est le même chez nous pour le coup. Et là-dedans, ce qui fait vraiment ce qui pèse dans le bilan carbone des fermes, c'est la déforestation potentielle s'il y en a eu, 2, l'utilisation de fertilisants azotés de synthèse. Pour les produire,
on brûle du gaz, ça fait du CO2, et quand on les met sur la ferme, ça fait du protoxyde d'azote, c'est 300 fois plus réchauffant que le CO2. Donc ça, c'est un gros élément. Et ce qu'on sait, c'est que par exemple, on parlait de café de forêt tout à l'heure, c'est des cafés où il n'y a pas de déforestation, en tout cas récente, depuis des centaines d'années potentiellement, et sur lesquels il n'y a aucun fertilisant qui est mis. Donc les deux plus grosses parties des impacts carbone d'une ferme n'existent pas sur ce genre de café. Et sur les cafés agroforestiers de manière générale, c'est des impacts qui sont largement réduits. Après, ce que je sais un petit peu pour la consommation, tu disais 40%. La consommation, je sais que ça va énormément varier selon les pays, selon le mix énergétique d'un pays. Faire chauffer une bouilloire en France, on va faire tourner du nucléaire, de l'hydro, etc. Donc en termes de CO2, ce ne sera pas énorme l'impact. Par contre, faire chauffer une bouilloire en Allemagne aujourd'hui, où leur mix il est extrêmement carboné, ça va être énorme. Donc ça va vraiment dépendre des contextes, encore une fois, et c'est un peu dur de juger sur la consommation. C'est très compliqué. Marika voulait dire 2 mots sur justement l'impact carbone à toute la chaîne logistique, enfin la torréfaction, le packaging, la chaîne logistique derrière. Ouais. Effectivement, nous rentrons en jeu quand le torréfacteur reçoit le café dans son atelier. Ce que nous pouvons faire, notre rôle est de fabricant de machines de torréfaction et de packaging jusqu'à la palettisation. Donc, ce que nous pouvons faire est d'être proches au torréfacteur en le conseillant de travailler et de choisir des machines pour ce qui concerne la torréfaction qui ont des solutions avec moins d'impact d'émissions et pour épargner de l'énergie. Et pour ce qui concerne le packaging, nous avons vu dans les dernières années une croissante demande de la monodose, qui peut être la dosette en papier filtre ou en capsule compostable ou recyclable. Et du point de vue logistique, aussi le choix de choisir de mettre la capsule dans une boîte avec des mesures très définies et en laissant moins d'espace entre une capsule et l'autre, sera permettre de gagner plus d'espace dans la caisse et aussi, plus d'espace dans la caisse et de gagner aussi plus d'espace sur la palette finale. Il y a un sujet comme ça en France en ce moment, ça paraît des petites choses, mais en fait c'est super important. Vous avez une approche qui est assez intéressante justement de l'offre, vous parlez de IMA 0. Vous pouvez nous parler assez rapidement, assez synthétiquement, parce que c'est une bonne façon, je trouve, d'appréhender le problème. Oui. Comme société, IMA a été toujours sensitive au thème de changement climatique et donc de la éco-responsabilité. On a individué à côté des principaux thèmes d'éco-responsabilité, c'est-à-dire le thème financier, le thème social et le thème environnemental, aussi autre deux thèmes que c'est l'éducation et la correctesse quand on fait les négociations, donc la transparence des négociations. Parmi ces domaines, on a individué le programme IMA 0 qui se divise en 4 programmes, sous-programmes, 4 projets, dans lesquels on a le programme surtout l'eau, qu'on appelle l'eau, où on essaye de trouver des solutions avec bas impact aussi. Notre nouvelle usine sont construites pour produire un bas impact en épargnant l'eau, l'énergie, et aussi de promouvoir des machines qui ont des solutions en bas impact. Pour ce qui concerne les programmes, nous avons individué un autre projet qui s'appelle NOP, c'est No Plastique. Donc c'est très important pour les torréfacteurs qui demandent de conditionner le café dans des sachets qui sont éco-responsables ou dans des dosettes éco-responsables. Donc, c'est-à-dire un monomatériel qui sont compostables. Okay.
je pense qu'il y a des professionnels ici. Est-ce qu'on a justement des matières on sait que le café est sensible à l'oxygène, que ça l'oxyde. Je dévie un peu du sujet, mais ça m'intéresse à titre personnel. Est-ce qu'on a des matières responsables qui sont étanches? C'est important, hein. Si on veut valoriser le café, vendre un bon café, c'est important. C'est un thème très, très senti. Il faut faire toujours des essais. Normalement, on trouve qu'il y a écrit que les matériels sont étanches, mais on conseille toujours pour préserver les arômes, de trouver des solutions qui peuvent donner avec l'ajoutant d'azote, par exemple, pour préserver les arômes. Donc c'est oui, mais c'est non en fait. Mais on progresse. On progresse. On essaie de progresser. Ok, très bien. Donc, ça me donne un peu un enchaînement avec le public. Effectivement, on essaie. Il y a une montée en gamme de la consommation de café un peu partout dans le monde. Je voudrais souligner qu'il y a des matériaux étanches qui sont recyclables, donc oui. C'est-à-dire l'aluminium. Les autres qui sont compostables, comme dit le nom, pour être compostables, doivent être préservés. Je pense qu'on ne peut pas, si on regarde le coût de l'extraction de l'aluminium, le côté recyclable, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de l'aluminium. Mais bon, c'est pas le sujet. Moi, ça m'intéresse plus qu'on commence à parler de la consommation, justement. Donc, il y a une montée en gamme un peu partout dans le monde. Il y a quelque chose depuis une vingtaine d'années qui prend vraiment aujourd'hui plus de place, qui s'érige en marché. C'est ce qu'on appelle les cafés de spécialité. Il y a des manières propres de les produire, il y a des manières moins propres aussi, hein, ça c'est la vérité. Il ne faut pas croire qu'un café de spécialité est forcément fait de manière durable. Ça pourrait être le sujet d'une prochaine conférence. Je suis désolé, ça n'est pas prévu. Ce que je veux amener, voilà, c'est donc la consommation, la responsabilité des consommateurs. Donc Xavier, chez De'Longhi, après on viendra à la Crystal Chain, je ne voulais pas. Xavier, chez De'Longhi, vous avez une autre approche, en tout cas une approche parallèle. Donc évidemment, il y a un travail qui est fait sur des appareils moins consommateurs, plus recyclables, etc. Mais vous avez depuis un petit moment déjà opté pour une autre approche qui est l'information au public et l'accompagnement de la filière, notamment des producteurs à l'origine et des torréfacteurs, pour leur donner un peu plus d'armes, pour éduquer et parler, leur donner les moyens, notamment médiatiques, parfois financiers, de parler un peu plus de leur café et de valoriser mieux et d'éduquer le public. Vous pouvez nous parler de ça un petit peu ? Bien sûr. Alors, on a la chance de travailler dans un pays qui est un pays très sensible à tout ce qui est développement durable. Donc, c'est pas forcément comme ça qu'on se représente les Français, mais quand on regarde les analyses, les études, vous avez près de 60% des consommateurs qui déclarent être prêts à acheter des produits issus de marques, quelles qu'elles soient, qui sont engagées dans la RSE, tout ce qui est éco-responsabilité. Donc, le consommateur, il a l'esprit bien tourné. Dans ces critères de choix, on voit qu'après le prix, le deuxième critère qui est important quand un achat est réalisé en France, dans l'univers du café, c'est le critère éco-responsable. Donc là, on est toujours dans la déclaration. Donc c'est-à-dire qu'on a un consommateur qui est bien intentionné. Quand il arrive en magasin, qui vient acheter une machine ou qui vient acheter du café, à un moment donné, il va se retrouver face à une variable qui est la variable économique. Et là, ses idéaux, ses croyances vont un petit peu se transformer. C'est le cas de tout le monde, hein, quand on a un achat à réaliser. Et puis, il va réaliser un achat intelligent ou peut-être un petit peu moins vertueux en fonction de sa décision finale. Donc nous, ce qu'on fait de De'Longhi, on est conscient qu'on a un rôle qui est important parce qu'on est une marque leader de notre marché. On a sur le marché d'Expresso Broyeur plus de 60% de part de marché. Donc on parle à une grande partie des consommateurs. On a des moyens que des sociétés un peu moins grandes, non pas pour faire connaître et éduquer. Donc en fait, pour répondre à ta question, Christophe, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire un effort lourd d'éducation, alors qu'on est dans un univers de commerce. Donc c'est pas faire que de la vente, mais garder une proportion forte d'éducation pour vraiment expliquer ce qu'est un produit bien conçu, ce qu'est un café bien conçu, et qu'est-ce que c'est que le système vertueux café bien conçu, réalisé dans une machine bien conçue. Donc on éduque le consommateur, on lui parle de façon simple, on l'éduque sur la machine et sur le grain.
On essaye de transmettre à nos partenaires de la distribution et à nos amis torréfacteurs des outils simples pour véhiculer les bonnes informations. On essaie de faire basculer le consommateur d'un système de croyance à un système de règles fermes. C'est-à-dire que je ne me pose plus la question quand j'achète de savoir si je suis convaincu ou pas. Avant même de vouloir acheter, j'avais déjà en tête que je cherchais un produit qui était bien conçu pour les multiples raisons qu'on peut expliquer. Et enfin, on essaye d'aller le plus loin possible dans notre implication vis-à-vis de la planète et de l'écosystème. Et là, je pourrais citer un très beau projet qui a été monté avec les amis de la société qui sont Belco pour travailler tout ce qui est biodiversité, optimisation du travail dans un écosystème qui soit le plus vertueux possible pour qu'on produise du café de qualité. Tout ça de façon durable. Si je reprends les verbatims, en s'assurant qu'on pourra produire pendant très très longtemps et qu'on n'arrivera pas à un moment à une limite qui serait terrible. Donc voilà. Ok, super intéressant. Alors, il n'y a pas de torréfacteur ici. Moi, j'en suis un. Enfin, je torréfie plus beaucoup, mais je suis très impliqué dans notre filière. Des alliés comme ça, c'est très très précieux parce que en réalité, informer le public, la responsabilité d'informer le public sur les bonnes pratiques, qu'est-ce que c'est qu'un bon café, pourquoi c'est 2 ou 3 euros de plus, etc. Ça revient en fait au torréfacteur. Personne d'autre ne peut le faire correctement. Donc on a besoin d'alliés comme ça va vraiment dans le bon sens. On a besoin d'autres alliés, donc je vais revenir vers Nicolas, puisqu'on n'a pas tous la chance de voyager quand on est torréfacteur, on n'a pas tous la chance de connaître en direct les gens à qui on achète le café. Et il y a des gens qui font ça, qui sont des importateurs à l'origine, mais qui deviennent sourceurs. C'est aussi ça un petit peu la différence de la filière, c'est que le café de spécialité, pour moi, remet non seulement le producteur au cœur de son terroir, parce qu'il doit sortir de la qualité, mais il remet aussi d'autres acteurs de la chaîne, dont les importateurs, au cœur du terroir. Et c'est là où vraiment, pour moi, il y a un point de bascule entre la commodité et le specialty coffee. C'est qu'on est beaucoup plus concerné. Pourquoi? Parce qu'on boit son propre café. C'est dur à dire, mais beaucoup de producteurs qu'on a connus ne boivent pas leur propre café. La notion de consommateur, c'est quelque chose de vague. C'est un type qui est de l'autre côté de l'océan. C'est peut-être même à cause de lui qu'on n'achète pas assez cher le café. Donc pour un producteur, ça le détache de son terroir. Et la dimension du specialty, c'est vraiment ça. On revient au cœur du terroir et ça donne d'autres responsabilités aux producteurs, aux torréfacteurs. Et les torréfacteurs ont besoin d'alliés. Donc on a vu la stratégie d'Elonghi qui est super intéressante. Belco et Agatha, Nicolas et Agatha, moi j'aimerais votre point de vue là-dessus déjà, et ensuite de dire comment vous mettez des outils au service des torréfacteurs pour qu'eux puissent valoriser le produit au-delà de la torréfaction. Je pense que ce que tu as dit, et on est tous d'accord, l'éducation c'est le point principal. Nous, on a la chance, mon associé il vit sous la plantation de café, donc elle est au quotidien avec des producteurs. Et cette proximité nous permet de comprendre réellement des enjeux, ce qui se passe, quelle est l'évolution. Et je pense que cette éducation, elle est importante à la fois pour les producteurs et pour les torréfacteurs. Le producteur, pourquoi? Parce qu'il a besoin de comprendre quels sont les besoins du marché. Le marché en Europe, consommation de café change très rapidement. Il y a des effets de mode, fermentation, geisha, des choses comme ça. Donc, il a besoin d'un temps long pour se préparer pour proposer l'offre à la demande. Donc, il a besoin de recueillir ces informations. Le torréfacteur, nous, on croit vraiment à, comme a dit Nicolas, qu'on va consommer plus, mais de meilleure qualité. Ça veut dire de donner un maximum de traçabilité sur le café, l'origine, la provenance, savoir d'où vient le café, l'histoire des producteurs. Tout ça, ça valorise, ça participe aussi aux producteurs à être valorisés et avoir envie de s'investir dans le futur. Bien évidemment, ces cafés, ils sont payés plus cher, donc ils gagnent plus que s'ils vendaient ce café aux coopératives. Donc vraiment, l'éducation, donner le maximum d'informations aux torréfacteurs, photos, vidéos, présenter les producteurs, présenter les cafés d'une manière exacte. Qualité, bien évidemment. Le café, il a besoin d'avoir consistance dans le temps. Ça, c'est quelque chose de super important. Ensuite, c'est à torréfacteur de faire le travail parce que nous, on n'est pas en lien direct avec le client final. Ce qu'a dit Christophe, c'est torréfacteur qui va le faire. Donc d'avoir tous les éléments pour présenter correctement le café, donner envie aux consommateurs de payer plus et de consommer mieux. Nicolas, 3 mots là-dessus. Qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous fournissez
c'est du service, c'est du marketing en fait. Clairement. En 3 ou 4 mots. Ouais, clairement. Mais déjà, je pense qu'il faut vraiment qu'on se rappelle que dans la filière, on est tous alliés, quoi, hein. Du producteur au consommateur, on doit tous bosser ensemble. Il n'y a pas faut des prix moins chers, faux, etc. C'est vraiment une équipe. Et le torréfacteur, il doit vraiment faire équipe aussi avec le producteur. Moi, j'encourage tous les torréfacteurs à s'engager dans des relations longues, comme tu peux le faire pour le coup, avec des producteurs, parce que là, c'est OK, on est ensemble en fait. On est ensemble pour atteindre un marché. Je ne suis pas tout seul en tant que torréfacteur. Et ce que disait Agatha sur le côté information, c'est vrai que les filières café, elles sont compliquées. On pourrait en parler pendant 8 heures sans s'arrêter sur cette scène et recommencer demain et après-demain. Donc qu'est-ce qu'on donne aux consommateurs? Nous, ce qu'on est en train de construire, c'est un système de traçabilité géographique fine qui vient aussi d'une loi qui va arriver sur la déforestation importée, mais aussi un système de traçabilité de l'argent, c'est-à-dire quelle part va à l'origine, etc. Aussi un système de traçabilité sur les pratiques agricoles et leurs impacts environnementaux. On en a parlé tout à l'heure. On veut prouver que les cafés qu'on source et que les producteurs qui les font, en fait, ils ont des pratiques agricoles qui sont super bonnes par rapport à ces chiffres qu'on peut voir un peu partout. Et nous, franchement, c'est face à ce contexte un peu dur qui peut un peu nous faire pâlir parfois. Enfin, nous, ça nous donne juste une patate monstrueuse pour trouver des solutions, rester créatifs. Et le mot d'ordre, c'est faut tous se parler du producteur au consommateur. Faut tous qu'on soit acharnés, quoi, qu'on y aille. Et en fait, dans cette adversité, on va apprendre plein de choses, tous, nous, vous, etc. Et on va y arriver. On va sortir grandir de tout ça. En tout cas, nous, ça nous fout la patate. Maxime, enfin, comment est-ce que c'est possible de résumer la blockchain en 3 phrases? Je ne sais pas. Oui, bien sûr. Ouais. Et alors, je pose tout de suite l'autre question, c'est comment vous pouvez nous aider à valoriser, à donner de la traçabilité, etc. Donc en quelques mots, la technologie blockchain, c'est ni plus ni moins qu'une technologie de transfert et de stockage de l'information. Et quand on utilise la technologie blockchain, on vient mettre dans cette technologie une donnée qui se retrouve immuable. Voilà, si je peux prendre les choses de la façon la plus simple possible, c'est comme si je venais graver quelque chose dans le marbre. Et de cette façon, en enregistrant, en déclarant cette information à un moment donné, je m'engage sur ce que je déclare. La blockchain n'a pas vocation à dire ce que vous dites est la vérité. Je peux parfaitement raconter des bêtises, faire une erreur dans ce que je déclare lors d'un acte de production, de récolte, d'expédition d'une marchandise. Néanmoins, ce que j'aurai déclaré à un instant T sera gravé dans le marbre. Donc ensuite, pour retrouver la source de l'erreur ou de la fraude, c'est beaucoup plus facile. Et donc, quand nous, parmi d'autres sociétés, on utilise la technologie blockchain, c'est un saut de confiance dans notre logiciel qui permet de mettre tous les acteurs d'une filière sur un pied d'égalité lorsqu'ils partagent la donnée. Ce qui n'est pas le cas dans les systèmes actuels où on a un acteur dans la filière qui aura plus de pouvoir que d'autres parce que c'est lui qui va prendre la parole auprès du consommateur, ou c'est lui qui reçoit l'information, qui va la transformer d'un point de vue marketing et ensuite la livrer au consommateur. La technologie blockchain va permettre à chaque acteur de prendre la parole auprès du consommateur ou auprès de ses partenaires. Et donc c'est en ça que cette technologie peut apporter beaucoup de choses bénéfiques parce qu'elle a un certain nombre de bénéfices techniques qui lui sont inhérents. Une petite question, comment on sait que ce qui est écrit c'est vrai? Alors voilà, c'est ça. La blockchain, c'est pas de la magie. On ne peut pas dire, puisque c'est écrit, c'est la vérité. Néanmoins, lorsque quelqu'un enregistre une information dans la blockchain, lui-même sait que ce qu'il enregistre est gravé dans le marbre. D'accord. Donc ça peut se retourner contre lui. Et donc ça peut se retourner contre lui. Et donc derrière, quand on améliore nos modes d'audit, nos modes d'investigation, l'éducation des consommateurs, la sensibilité des consommateurs à aller chercher un produit qui est bon, eh bien effectivement, si la donnée est enregistrée de façon fiable, sécurisée et non altérable, il est plus facile ensuite de venir détecter des mauvaises pratiques et des endroits sur lesquels les acteurs ne joueraient pas un jeu totalement éthique et vertueux vis-à-vis des filières, de l'environnement et des consommateurs. Ok, et donc vous concrètement, moi je suis torréfacteur, j'ai une société, je mets des cafés sur le marché, comment vous pouvez m'aider? Alors très concrètement, l'approche de Crystal Chain, c'est une approche qui est très loin
de quelque chose qui peut être, je pense, néfaste dans les filières agroalimentaires. C'est ce qu'on pourrait appeler les standards. C'est qu'on va essayer de tout faire rentrer dans un moule. D'accord ? On va essayer de tout standardiser, la donnée, les modes de production, peu importe la filière, peu importe la zone géographique. Ça peut être dangereux parce que chaque filière, chaque acteur d'une filière a ses spécificités, a sa façon de travailler qui lui est propre. Et donc Crystal Chain a une approche métier et une approche terrain qui est très forte, où on va venir étudier une filière en profondeur, à la loupe, et on va venir développer un système de traçabilité très fin, qui permet justement qui s'adapte à chaque filière. On peut avoir 2 systèmes de traçabilité totalement différents d'une filière café à une autre, d'une filière cacaotière à une autre. Et donc les armes, enfin les outils que Crystal Chain peut mettre à disposition de la filière café, c'est des professionnels de la traçabilité qui écoutent et qui comprennent très bien les problématiques et les enjeux de la filière café, et qui ensuite développe une technologie, une technologie qui est facilitée et qui est mise à disposition des acteurs pour qu'ils puissent enregistrer la donnée. Et le nerf de la guerre dans tout ça, donc on arrive à un sujet qui m'est cher, c'est bien sûr la donnée, c'est comment est-ce qu'on va aller capter la donnée. Je pense que peut-être que ça vous surprendra, mais aujourd'hui, dans 9 filières agroalimentaires sur 10, la traçabilité est très mauvaise. Voilà. Aujourd'hui, l'état de l'art est le suivant. Pour la simple et bonne raison que chaque acteur va venir enregistrer de la donnée sur un outil à lui, à son format à lui. Donc ça, c'est pas ça qu'il faut changer. Néanmoins, il faut réussir à venir capter cette donnée. Et donc c'est là que le plus grand défi se trouve. Et quand on vient dire à différents acteurs qui vont pouvoir enregistrer de la donnée d'une façon aussi équitable qu'un autre acteur, eh bien, ça permet de lever un certain nombre de barrières. Et donc, c'est là que la technologie blockchain peut être particulièrement intéressante. Ok, merci, très intéressant. On va finir, alors évidemment, 3/4 d'heure pour coiffer un tel sujet, c'est un peu court. On va finir d'une manière un peu plus littéraire, on va dire, après la technologie, mais passionnant. Je pense, il y a un buzz. Il faut que le public change un peu sa représentation du café, à mon sens. C'est marrant, on avait rendez-vous il n'y a pas longtemps avec un hôtelier un peu de prestige, il veut acheter un beau café et tout, puis à la fin de la conversation, le mec me dit en fait c'est que du café quand même. Donc là c'est extrêmement offensant, parce que non, c'est pas que du café. Et donc, mais ça en dit long quand même sur la perception que les gens ont, qu'on soit professionnel ou grand public, du café. Moi je vais vous demander à chacun d'entre vous de répondre à la question: quelle devrait être, si on veut que les choses changent, et il est urgent que les choses changent, quelle devrait être la représentation du public en général pour le café? Agatha. C'est clair la question ou pas? Non. Non. Pas tout à fait. Comment on devrait se représenter le café lorsqu'on est un acheteur de café grand public? C'est assez complexe comme question. Pour répondre simplement, c'est mieux. Pas le temps. Oui. Non, moi je pense que je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire connaître vraiment d'où provient le café, qui l'a fait, connaître les terroirs, les producteurs. Ça donne beaucoup plus de la valeur aux produits que j'achète que de l'acheter de sources un peu opaques. Sans réellement savoir sa provenance. D'accord, donc comme un produit traçable, complexe, etc. Oui, provenance, vraiment s'intéresser d'où vient le produit. Et je pense vraiment, je reviens sur ça, de consommer moins mais de meilleure qualité. Ok, très bien. Voilà, je pense que c'est ça là. L'essentiel est dit. Xavier, comment il faudrait que les nombreux acheteurs de robots café d'Elonghi envisagent le café, justement? Moi, je pense qu'il ne faut pas parler du café ou de robot café, il faut parler d'expérience. Il faut vraiment arriver à la finalité. En fait, les gens veulent avoir une superbe expérience. Nous, on est bel et bien positionnés au niveau de la machine. Donc, on fait tout un effort pour être légitime, déjà, pour amener les gens à comprendre ce que c'est une belle expérience. Par exemple, sur les machines, on vient d'ouvrir les portes de nos usines, de notre conception, etc., à une société d'audit qui s'appelle APAF Certification et qui nous a certifié Long Time
pour montrer ce que c'était qu'un produit qui était bien conçu, vraiment les matières, les modes opératoires, pour même évoluer en fonction des remontées négatives que l'on peut avoir. Comment est-ce qu'après ça, on travaille la réparabilité, comment est-ce qu'on travaille un SAV qui soit optimisé, etc. Donc on se légitime pour après ça être fort quand on va parler du café de qualité. Et on fait parler le plus simple, une fois qu'on est légitime et qu'on nous écoute parce qu'on a une grosse position sur le marché, on fait parler les experts qui sont certainement les meilleurs pour expliquer en quelques mots ce que c'est que la vraie expérience et le consommateur le comprend. Très bien. Marika, pour vous, comment le public devrait ressentir le café ? Pour moi aussi, c'est très difficile de parler de ça parce que... Merci de parler français d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup. Hein. Oui. Je sais que c'est plus compliqué. Merci. Non, mais de toute façon, le public doit être sensible à la choix d'un café qui est très... je n'ai pas le mot. In English? In English? Italiano? Non. Qui est très... qui est soigné. Donc soigné de la source jusqu'à la fin, en passant aussi pour la torréfaction, pour le packaging. Ok. Maxime ? Pour ma part, je rejoins un petit peu tout ce qui s'est dit jusqu'à présent, mais c'est effectivement le moment où on boit du café. Il faut qu'on puisse sacraliser ce moment. Il faut qu'on accepte de boire moins de café, parce que le café s'est retrouvé considérablement dévalorisé dans nos modes de vie actuels. Tout va plus vite, on prend un café à la moindre pause au travail, c'est pas du café qui est de très bonne qualité. Tout le monde a une machine à café à la maison, etc. Il faut raréfier le moment de la consommation de café vers des cafés qui sont bien meilleurs. Effectivement, vraiment avoir conscience que ce qu'on a dans la tasse, au moment où on le déguste, c'est la somme de toutes les actions qui ont été mises en œuvre depuis la récolte d'un produit qui vient de très loin et qu'on a la chance d'avoir dans sa tasse dans un pays qui n'est pas capable de produire du café aujourd'hui. Donc c'est vraiment revenir au fondamental et accepter que c'est presque un luxe. Il ne faut pas que le café devienne un produit de luxe, je ne pense pas, mais il faut que le café revête toute sa valeur lorsqu'on le consomme et voilà, je pense que ça permettra de défendre un peu mieux la filière. Merci Nicolas. Ouais, moi je pense qu'une très bonne comparaison sur un produit qu'on pourrait essayer d'imiter, qui a extrêmement bien réussi sa mutation ces 20-30 dernières années, c'est le vin. Aujourd'hui, quand on ouvre une bouteille de vin, on n'ouvre pas un vin du vin, c'est quelque chose de particulier, on l'a sélectionné, on sait d'où il vient, on va peut-être connaître le vigneron, c'est plus facile parce que ça vient de plus près aussi. Mais ce qui est intéressant dans le vin, c'est que le volume de vin bu, même si on reste tous alcooliques en France, il faut se le dire, mais le volume de vin bu en France a drastiquement diminué ces 30 dernières années, pourtant la valeur associée à ce marché a explosé. Donc en fait, dans le vin, on a su le faire, boire moins mais boire mieux, boire meilleur, boire mieux rémunérer le producteur, boire plus direct, etc. En fait, le café de spécialité, on est en train, je pense, de faire cette mutation. On est en train d'y arriver. Il y a des petits moments de crise, notamment dû au fait que le marché, le C-market est structuré différemment, etc. Mais on prend la bonne direction. Et en fait, il faut vraiment être capable de dire au consommateur, quand tu vas choisir une bouteille, tu prends pas la bouteille tout en bas, là, dans une bouteille en plastique, quoi. Alors, sinon, ça fait mal, tu vas passer un mauvais moment, quoi. Donc, en fait, le vin, c'est pareil. Prends le temps de choisir ta cave, ton torréfacteur, finalement, qui va mettre, lui, en avant des vins d'une certaine manière, avec son propre caractère, et potentiellement de choisir tes producteurs, même. Il y a plein de torréfacteurs qui travaillent sur le long terme avec des producteurs. C'est cool, tous les ans, de retourner chez son torréfacteur et retrouver ce travail du producteur. Ok, merci. On parle de café, on finit sur du vin, c'est pas mal. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Je sais qu'il y a des expérimentations qui sont en cours sur de la culture du café en France. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être pris au sérieux ou est-ce que du fait de la biologie de la plante, c'est quelque chose qui sera toujours compliqué? On voit que ça commence à exister autour du thé. Alors c'est pas du tout la même plante, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se faire ou pas? Et j'avais une deuxième question, c'est il y a une entreprise qui s'appelle Grand Sail en Bretagne qui
est en train d'expérimenter, enfin qui fonctionne même comme ça, qui exporte du vin en bateau à voile et qui ramène du café en bateau à voile. Est-ce que c'est quelque chose qui a un avenir aussi, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît trop compliqué? Alors oui, ça. Alors juste j'introduis la réponse. La culture du café en France ou sous nos latitudes, c'est un peu compliqué sous serre. Donc bon, c'est un petit peu compliqué. C'est des questions de climat. Hein. Le transport à la voile, c'est carrément d'actualité et moi je pense que ça a un grand avenir, mais sur la marine marchande en général. Et y a des précurseurs, c'est Belco, qui vont faire ça, mais à une échelle impactante, parce qu'il y en a qui le font, c'est tout petit, ça a zéro impact, c'est bien pour faire de la com, et tant mieux, c'est bien, hein, puis ça monte le chemin. Mais là, il y a des solutions qui sont en train de voir le jour à très court terme sur la marine à voile pour le café. Tu veux en dire deux mots ? Ouais, avec plaisir. Merci de ta question déjà. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Juste sachez qu'on a un stand par là-bas, le stand Belco. Venez après, on discute de plein de choses autour d'un café. Mais pour le café en France, moi je pense que déjà c'est un peu compliqué techniquement, il faut des serres. Mais en plus, franchement, j'aimerais pas. J'aimerais que ça reste là où il est censé pousser, juste qu'on arrête de tout dégommer, quoi. Et puis que voilà, on se calme, que le café soit produit là où il doit être produit. Pour ce qui est du transport à la voile, effectivement, Grain de Ciel, c'est assez exemplaire ce qu'ils font, même si ça reste des petits volumes. Chez Belco, on a expérimenté aussi avec des goélettes en fait, du transport à la voile qui étaient extrêmement cher, parce que c'était des goélettes, mais c'était pour s'engager auprès d'une entreprise qui s'appelle Tote, qui est le premier dans le monde, hein, c'est une entreprise française, donc c'est quand même chouette. Qui a vocation à construire de nombreux cargos à voile. Donc là, c'est vraiment, on parle de 90% de décarbonation. On parle de temps de trajet extrêmement court, en fait plus court qu'un porte-conteneur, parce qu'un porte-conteneur, il va faire des transbordements, alors que lui, il va faire, par exemple, Colombie-France dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine, on va charger 20% des volumes totaux de Belco à la voile sur la Colombie, sur le Brésil. Et notre objectif, dès qu'il y aura plus de bateaux, c'est qu'en 2026, ce soit 50% de nos volumes. Donc là, vous allez clairement pouvoir avoir des cafés dont le transport est totalement décarboné. Et au-delà du carbone, on a dit qu'il n'y avait pas que ça. On essaie chez Belco de travailler sur l'ensemble des limites planétaires. Derrière le carbone, il y a la biodiversité. Et un bateau à voile, par rapport à un porte-conteneur, en termes de biodiversité marine notamment, c'est un impact de fou. Ne serait-ce que, par exemple, le son des moteurs. Le son des moteurs d'un porte-conteneur, c'est 350 décibels. La limite dans une boîte de nuit, c'est 90 décibels. Et se poser à côté d'un avion qui décolle, c'est 120 décibels. Donc là, on parle de 350 décibels dans l'eau où en fait, le son se diffuse beaucoup plus facilement que dans l'air. Et là, nous, on aura des tout petits moteurs, des grandes voiles, concrètement, et on va importer le café comme ça. Donc c'est parti. Dès l'année prochaine, ça commence. C'est intéressant cette histoire de limite planétaire parce qu'on parle beaucoup de carbone et malheureusement il n'y a pas que ça comme impact négatif. Rapidement, tu peux dire la mesure, les limites planétaires justement. Carrément. Ouais, donc en fait, on a focalisé l'attention sur le climat et le CO2 parce que c'est l'urgence actuelle. Mais la recherche, la science a défini 9 limites planétaires. Je les aurais peut-être pas toutes en tête là maintenant, mais il y a le climat du coup, qui en est qu'une. Il y a la biodiversité, il y a l'eau. Sa disponibilité et sa propreté. Il y a l'eutrophisation aussi donc des eaux, donc ça fait partie de la propreté de l'eau, l'acidification de l'air, la raréfaction des ressources aussi de manière générale, parce qu'on parle de voile pour le côté environnemental, mais ça coûtera combien dans 20 ans de charger un porte-conteneur de fuel? Le fuel, il va coûter combien? Ça n'arrive jamais, une pandémie mondiale ou une guerre en Ukraine, mais peut-être qu'il pourrait y avoir des crises qui fassent que ça coûte cher. Le vent, dans 20 ans, ça coûtera combien? Bon. Donc c'est ce genre de questions qui permettent d'être plus résilient. Et en fait, ce qu'on sait sur ces limites planétaires, on en a déjà dépassé 7, il me semble. Donc le climat, la biodiversité qui est une de celles qu'on a le plus dépassé. L'azotification, c'est-à-dire le fait qu'on ait sorti beaucoup trop d'azote de la Terre et qu'on l'a mis dans l'air, notamment à cause de l'agriculture industrielle. Et en fait, toutes ces limites planétaires, c'est ce qui va définir le fait que si on ne reste pas en dessous pour faire notre business, notre vie de tous les jours, etc., ça va bloquer, comme ça commence à bloquer sur le climat doucement et sur la biodiversité doucement, et ça va juste... il faut qu'on traite tout en même temps si on veut être là dans 100 ans, 150 ans. Dernière question. Allez. Merci beaucoup. Nicolas, effectivement, vous étiez en train de parler tout à l'heure de tous les éléments sur la biodiversité et autres. Il y a prochainement, et vous en parliez tout à l'heure, il y a prochainement une loi sur la déforestation qui va être applicable.
est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises et de marques de café qui tracent, comme vous parliez tout à l'heure sur Crystal Chain, est-ce qu'il y a beaucoup de marques est-ce qu'il y a d'autres solutions que de tracer pour justement pouvoir répondre à cette loi? Je pense que je peux commencer, mais peut-être que d'autres peuvent prendre la parole derrière. Mais en gros, oui, donc l'année prochaine, à partir de fin 2024, il y a une loi qui va, en gros, d'une loi européenne, donc pour toute l'Europe, sur notamment le café et le cacao, mais pas que, certains produits agricoles, en fait, produits hors d'Europe, qui va nous obliger, en tant qu'importateurs, à montrer que les produits ne viennent pas de la déforestation. Et le moyen principal, en fait, qui va être utilisé par l'Europe, c'est que pour chaque ferme d'où viennent nos produits, on va devoir donner un polygone, un cadastre GPS, et que eux, ils vont pouvoir mettre ce cadastre sur les bonnes cartes, voir qu'il n'y a pas eu de déforestation, etc. etc. Donc ça, il y a aujourd'hui, l'Europe, par exemple, ne demande pas forcément à ce que ce soit via un système de blockchain, mais un système de blockchain peut aider à peut-être crédibiliser encore plus les informations. C'est une loi extrêmement compliquée pour tout le monde, donc tout le monde est obligé de le faire, tous les importateurs, quelle que soit leur taille. Même si un torréfacteur importe quelques sacs en direct d'un producteur, il va devoir fournir ça à l'Europe. Ça va ajouter de la complexité et surtout ça va mettre un petit peu en danger les petits producteurs qui n'ont pas forcément de cadastre, pas forcément de certificat de propriété, etc. etc. Et en plus de tout ça, l'Europe est encore extrêmement floue exactement sur ce qu'ils vont demander. Donc en gros, ils nous donnent 1 an pour nous préparer à quelque chose qui n'est pas encore gravé dans le marbre. Donc c'est compliqué. Et tout est compliqué, mon bon monsieur. Je rappelle que sur le sujet de l'agroforesterie, café de forêt, les enjeux, etc., il y a une conférence lundi après-midi à 14h pour ceux que ça intéresse. Et c'est très intéressant, c'est même fondamental. Ok, merci. Une dernière question? Monsieur? Bonjour. Christophe, peut-être tu te doutes de la question que je vais poser. Aujourd'hui, vous avez beaucoup parlé des émissions de la graine à la tasse. Il y a quand même un constat à faire, c'est que dans la tasse, il y a en moyenne au maximum que 35% de la graine qui finit vraiment dans le café qu'on va boire. Est-ce qu'on peut vraiment parler de durabilité de la filière café sans parler de l'après-tasse? Voilà, et ça serait ça ma question. C'est très très intéressant. Qui veut... Oui? Marika, vous avez compris la question ou pas? En fait, ça traite du recyclage après torréfaction, après extraction. Et c'est vrai que c'est tout un pan, la gestion des déchets. C'est un des problèmes fondamentaux de l'humanité, de nos déchets. Et dans le café, tu as raison, hein, c'est pareil. Est-ce que quelqu'un veut dire quelques mots sur le recyclage des déchets liés au café? Non, personne? Non? Je peux dire un mot, je suis loin d'être un expert dans le sujet, mais je sais qu'on travaille avec une petite marque qui s'appelle Kuta Café, qui est faite par Café Méo, et ils utilisent aujourd'hui 85% sur 85% de leur gamme, c'est que du recyclé-recyclable. Et effectivement, le point que vous soulevez est fondamental, l'après-tasse, voilà. Donc c'est peut-être des usages, mais là, voilà, j'ai pas envie de dire de banalité, mais c'est peut-être réintroduire l'utilisation de robots café, effectivement, qui n'utilisent pas de capsules à usage unique. Réutiliser le marc de café, on peut faire plein de choses formidables avec le marc de café. On peut se teindre les cheveux, réparer des meubles, du parquet, s'en servir comme d'un engrais. Enfin voilà, on peut vraiment, c'est un produit à part entière. Et puis effectivement la question de la recyclabilité dans laquelle on n'est pas très bon en France, je pense, et on a plein de progrès à faire. Voilà, c'est effectivement des sujets que vous avez raison de soulever parce qu'on a tendance à les oublier. Si quelqu'un veut dire autre chose. Ok, la boucle est bouclée. On a commencé par l'origine, on finit par le recyclage. Dernière question. Et ben en fait, ça rejoint un petit peu cette idée du recyclage. On a vu aussi qu'on valorisait aujourd'hui le coproduit du café, ce qui était considéré comme des déchets et qui sont aujourd'hui sur le marché. Je pense notamment à la cascara. C'est quel avenir pour ce genre de coproduit? Est-ce qu'il y a une attente, un besoin du consommateur? Comment on peut valoriser ces coproduits aujourd'hui sur le marché? Particulièrement, tu es intéressé par le produit Cascara, c'est ça?
éventuellement d'autres produits coproduits qu'on n'utilise pas ou peu, ou qu'on pourrait utiliser? Ce qu'il a expliqué, donc tout ce qui est la marque de café, tu peux utiliser dans les gommages, savons, on voit les c'est plutôt côté production, c'est-à-dire que finalement... Donc, Cascara, aujourd'hui, c'est un produit qui est encore très peu connu. Nous, on a déjà amené Cascara sur le marché européen, je ne sais pas si Belco le fait. C'était un produit ça fait 2 ans réellement qu'il est autorisé par le marché européen, donc c'est très court. Sur le marché UK, par exemple, il est interdit en consommation. Mais en effet, c'est un produit qui est super bon s'il est bien traité, bien produit, que tu peux utiliser en sirop, en boisson fraîche. On a par exemple un très bon client en Pologne, Hardwins, qui développe cold brew à base de cascara, donc des boissons énergétiques, moins de caféine, très bon pour la santé aussi. Et voilà, et donc il y a l'avenir dans les cascaras, mais c'est un produit encore qui est très peu connu et on a très peu de recul sur le marché. Donc les clients, ils sont un peu hésitants et les consommateurs ne connaissent pas encore ce produit-là. Après, je ne sais pas si d'autres souhaitent d'ajouter des choses, mais on sait que c'est bien pour les producteurs également, parce que tout ce qu'il peut ajouter pour améliorer ce revenu, productivité de sa récolte, ça l'aide énormément, et Cascara est en effet un de ces produits-là. Après, voilà, tu peux aussi utiliser Cascara pour la production de gobelets recyclables. Donc, au niveau de packaging, il y a des recherches qui sont faites sur ce sujet-là pour utiliser toutes les byproducts, on appelle ça en anglais byproducts de production, pour que ça soit un cercle vraiment responsable au niveau de la production du café. Je peux vous donner une information sur la pulpe de café. Nous sommes producteurs, nous, en Colombie, depuis 20 ans. Et la pulpe de café, il y a deux utilisations. Premièrement, la pulpe de café, elle séchée et sert d'engrais naturel. Mais depuis quelques années, avec le cluster café de Santander, du département de Santander où on habite, on a mis au point une pulpe, une infusion naturelle, et une infusion avec une saveur anis. Donc la pulpe de café peut se travailler et avoir une infusion. On est sur les comptoirs, donc ça s'appelle Finca Los Olivales. Ceux qui veulent goûter notre infusion de café, il n'y a pas de problème. Voilà, ok, merci. Si vous avez des questions dans le futur sur le côté cultivateur et producteur, on est à votre disposition pour vous renseigner. Ok, merci. C'est la même chose, hein. La plupart des intervenants ont des stands, donc n'hésitez pas, c'est passionnant tout ça. Vous êtes les bienvenus aussi sur le stand Terre de Café, bien sûr, pour boire un café. C'est gratuit, profitez-en, ça ne durera pas. Au revoir, merci beaucoup. À tous. Merci, au revoir.